Il y a d'un côté les partisans d'un modèle impartial avec un surveillant neutre et impartial qui serait omnipotent, qui saurait qui fait quoi et où se trouve quelle personne. C'est vraiment le modèle qui se rapproche le plus du modèle chinois où on a un État qui contrôle et qui surveille ses administrés. Et puis d'un autre côté, on a le modèle un peu plus à l'américaine, un modèle où on veut vraiment protéger l'anonymat. On ne veut pas savoir ce que l'on fait, on ne veut pas que les autres sachent ce que l'on fait, on veut vraiment être n'importe qui. Alors attention, je ne voudrais pas qu'on voit tout blanc ou tout noir, ce sont des tendances et évidemment on peut placer le curseur au milieu, il y a beaucoup de possibilités entre ces deux tendances. Quoi qu'il en soit, on a au milieu de ces deux tendances un phénomène que l'on appelle les fake news. Et les fake news, je vous en donne quelques exemples. C'est par exemple Mbappé qui est allé sur la Lune, Justin Trudeau qui danse le cha-cha-cha avec Kim Jong-un, ma femme qui a pris un café ce matin avec Elon Musk, la coquine, ou encore Emmanuel Macron qui est séparé de Poutine par une table de 6 mètres de long avec un seul plateau en hêtre laqué de blanc et doré sur les bords. Ah non, celle-là elle est vraie. Avec les fake news, on ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est faux, et si on veut se battre, on ne sait pas qui est l'ennemi, donc on va taper de tous les côtés. Alors la solution avec les fake news, ce serait d'assumer ce qu'on dit, ce serait de savoir qui dit quoi, et pour pouvoir lui dire que tu as donné une fausse information, c'est pas bien. Là, avec une identification numérique, une authentification à chacun des contenus, on pourrait retrouver les auteurs des fake news. Alors, dans cette vidéo, je vais analyser le pourquoi du comment, je vais analyser pourquoi d'un côté, on s'en fiche complètement de savoir qui a dit quoi, et de l'autre côté, on voudrait exercer un contrôle plus sévère. Il y a des raisons à cela et je vous l'explique dans cette vidéo. Si vous avez aimé le thème de cette vidéo, je vous invite à mettre un like. Je vous invite également à laisser des commentaires constructifs dans les commentaires réservés à cette vidéo. Et je vous invite également à vous inscrire à la newsletter de 5h50. Vous pourrez retrouver régulièrement les titres de l'actualité que je donne sur cette chaîne. Alors l'identité numérique, c'est à la fois votre nom, votre prénom, ça peut être votre numéro de téléphone, ça peut être une adresse mail, une adresse postale, mais c'est également un identifiant. Alors ça peut être un numéro comme le numéro de la carte de sécurité sociale par exemple, mais ça peut être également des empreintes et une photo. Donc avec l'identité numérique, quelle que soit sa forme, on saura qui vous êtes. Alors cette identité numérique, elle est sauvegardée quelque part et on peut y accéder quand on en a besoin. L'identité numérique, il y a déjà des cas dans lesquels on l'utilise et des cas où on ne l'utilise pas encore, mais où elle serait susceptible d'être utilisée. C'est ce qu'on va étudier maintenant. Tout d'abord, quand vous voulez faire une formalité administrative, aujourd'hui l'État a plutôt bien fait les choses, ou du moins l'administration a plutôt bien fait les choses, parce qu'il est possible de faire des actions directement sur Internet. Par exemple, si vous avez demandé un permis de conduire récemment, vous avez vu que vous pouvez passer directement par Internet, vous n'avez pas besoin de vous rendre dans une mairie ou ailleurs, ou dans une préfecture, vous pouvez faire toutes les démarches sur Internet et il suffit pour cela de s'identifier sur le portail français France Identité. Alors c'est assez bien fait, personnellement je l'ai utilisé et j'ai reçu mon permis dans de bonnes conditions. Bon, sur ça, on ne va pas regretter d'avoir une identité numérique et qu'on nous demande de nous authentifier pour recevoir un document légal. Ensuite, la banque, c'est une forme d'authentification. Lorsque vous accédez à vos comptes, certes, vous avez un login et un mot de passe, mais à la base, on vous a bien identifié en tant que propriétaire de ce compte. On vous a demandé un passeport, une pièce d'identité, un justificatif de domicile et ensuite on vous a attribué des identifiants qui sont uniques, qui sont pour vous et qui vous permettent d'accéder à vos comptes. Alors ici, on est sous une forme d'identité numérique ou au moins d'authentification numérique. Si vous faites un achat avec votre carte bancaire, celui-ci sera enregistré sur vos comptes et c'est une forme de suivi numérique de votre activité. Donc voilà, là c'est des cas où c'est plutôt acceptable d'avoir une identité numérique, d'avoir une authentification, mais il y a des cas où c'est un petit peu plus délicat, ou même, voire ce serait inintéressant. Par exemple, sur un site internet, qui aurait intérêt à savoir que M. Perrin a acheté 2 slips de taille 42?
personne, évidemment. On le voit bien quand on fait nos achats sur Internet, certes, on rentre nos informations de carte bancaire, mais on ne sait pas forcément si c'est vraiment vous. On ne sait pas si c'est la carte bancaire d'une autre personne ou si c'est vraiment vous. Et sur l'adresse, vous pouvez très bien mettre un autre nom, voire mettre une autre adresse, ou simplement un point de livraison dans un point relais, et on ne saura pas où vous habitez. Donc ici, il y a une identification qui n'est pas effective et qui n'est pas absolument nécessaire. Mais il y a des endroits où ça se questionne. Par exemple, les transports. Quand on prend le train, aujourd'hui, de plus en plus, on nous demande notre nom, nos prénoms. Mais ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années. On pouvait acheter un billet sans le nom et le prénom. Et puis, quand on prend l'avion, ici, il y a une obligation à donner son nom et son prénom, son identité, même son passeport, parce qu'on va passer parfois des frontières. Mais même si on reste en France, on nous demande quand même notre identité. Donc on voit que c'est quand même un cas qui peut se poser en question. Est-ce qu'on a besoin de présenter son identité lorsqu'on voyage en avion en France? Alors, la question du transport, elle est intéressante parce que ça fait partie des mobilités. Quand on voit là où vous passez, quand on voit ce que vous achetez, on peut déterminer votre profil et on peut vous surveiller. Et par exemple, on pourra savoir que toutes les semaines, vous prenez votre train entre Paris et Bordeaux à telle heure le lundi et on pourra surveiller quand est-ce que vous arrivez à Bordeaux ou à Paris. Donc c'est pour ça qu'en France, on a plutôt une législation qui tend à couvrir l'anonymat sur les achats et sur les mouvements. Par contre, quand on regarde la Chine, on voit que même si on n'achète pas de billets, on peut être surveillé. C'est le cas par exemple de la surveillance de masse quand on est dans la rue. Et on voit même que les visages de personnes sont rattachés à un score social. Bon, ça c'est un autre débat, mais on voit que si une personne traverse alors que le piéton est rouge, eh bien, elle aura une note mauvaise sur son score social. Et donc, on a vraiment surveillé ces mouvements. Vous pourrez me dire que surveiller les mouvements, ça peut être intéressant lorsqu'on surveille un braqueur. Si la police du 93 avait ce type d'outils à disposition, ça pourrait être le département le plus sûr du monde. Parce que s'il y avait un braquage, on pourrait immédiatement identifier les auteurs et on verrait immédiatement où ils se sont rendus après leur braquage. Donc il n'y aurait plus qu'à aller les cueillir, c'est quand même pratique, hein. Donc voilà, sur les mouvements, sur la liberté de mouvement, sur la voie publique, on voit qu'il y a vraiment ici un débat. Doit-on surveiller les gens? Doit-on ne pas les surveiller? Évidemment, nous en France, on se place plutôt sur on ne doit pas surveiller et on est bien content comme ça. Je voudrais vous parler du point qui fait le plus débat, ce sont les réseaux sociaux. Imaginez par exemple que vous vous trouviez sur la voie publique, dans une gare, peu importe, et vous commencez à balancer des insanités sur les gens. Toi, t'es trop moche. Oh, toi, t'es trop con, viens pas me parler. Toi, tu travailles avec Philippe Etchebest. Donc, vous voyez, ça pourrait vous mener directement à la garde à vue. Mais sur les réseaux sociaux, là où vous êtes anonyme, on ne sait pas qui vous êtes. C'est peut-être votre vrai nom, c'est peut-être votre faux nom, on n'en sait rien. Vous avez peut-être un faux profil et vous vous exprimez en public et tout le monde peut entendre ce que vous avez à dire. Et puis sans compter que sur les réseaux sociaux, en faisant un faux profil, on peut vraiment se laisser aller. On peut même faire deux faux profils qui s'affrontent. Et on a des supporters d'un côté et des supporters de l'autre côté. Et on peut même gagner de l'argent avec ça. Alors, vous imaginez? Les fake news peuvent conduire à des désastres. Parfois, on a vraiment des choses qui peuvent se passer et Facebook n'est pas exempt de ce type de désastre, malheureusement pour eux. Et on voit qu'avec une authentification, il serait beaucoup plus difficile à une personne de proposer du contenu qui est faux et qui est appelant à un désordre public. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi d'un côté, on est plutôt pour l'anonymat et on se fiche quasiment de savoir ce qui se dit en public, et pourquoi de l'autre côté, on est plutôt pour un contrôle global et pourquoi on a un intérêt et on s'en fiche qu'on soit surveillé. Eh bien, il faut voir cette notion. Il y a la version du commercial, du vendeur, et il y a la version du commerçant. Donc le vendeur et le commerçant, ce sont deux profils complètement différents. Le vendeur, c'est quelqu'un qui vient chez vous et qui ne vous connaissait pas il y a une heure, mais qui arrive à vous vendre un aspirateur à 5 000 € et vous signez en étant très content. Ça, c'est un vendeur. C'est le type américain. Je vais rentrer dans le détail après. Le commerçant, c'est celui qui est très sensible à la relation et qui va, même s'il fait un bénéfice le plus minime possible, même si c'est 0,5%,
qui va vraiment vouloir entretenir la relation sur le long terme et qui va vouloir que son client revienne à chaque achat, il revienne plusieurs fois. C'est plutôt la méthode chinoise. Quand on est de type vendeur, autrement dit quand on a l'habitude de faire de la vente, d'essayer de vendre un produit ou un service, comme on a cette habitude aux États-Unis, on va avoir une sensibilité qui est beaucoup plus faible à la critique ou aux insanités. C'est-à-dire qu'un vendeur, il sait très bien que l'habitude, c'est qu'on lui refuse d'acheter. Il sait très bien que quand il va voir 10 personnes, il y en a une qui va acheter et il y en aura 9 qui vont dire non, c'est trop cher ou j'en ai pas besoin ou ton produit il est nul. Donc ils ont cette habitude d'être rejetés, ils ont cette habitude qu'on leur dise non. Et donc, ici, ils n'ont pas la sensibilité à cela. C'est-à-dire que s'il y a un commentaire qui est négatif à leur égard, ils s'en fichent parce qu'ils savent qu'il y a 9 personnes qui ne sont pas contentes, mais il y en a une qui achète et elle rattrape les 9 autres. À chaque fois qu'ils vont vendre, ils savent que la plus grande chance, c'est qu'on leur refuse. Et donc, ils multiplient les contacts. Ils sont vraiment bourrins aux États-Unis. Ils vont multiplier les contacts pour avoir le plus de chances de pouvoir vendre parce qu'ils savent qu'à chaque fois qu'ils voient 10 personnes, ils vont faire une vente. En revanche, les Chinois, eux, ils n'ont pas cette habitude de taper à la porte de n'importe qui. Et quand ils reçoivent un client, ils veulent vraiment miser sur le long terme. Donc, ils sont très sensibles à leurs paroles. Ils ne vont pas dire quelque chose qui soit mauvais pour le client. Ils ne vont pas lui faire de mal, en quelque sorte, ils vont vraiment être bienveillants. Et quand on parle en public, c'est bizarre d'entendre quelqu'un qui insulte une autre personne. Avec un Chinois, c'est assez difficile de donner des insultes. Ils vont vraiment le vivre très mal. Alors, on est sensible à cela, et s'il y a une autorité qui surveille ce qui se dit dans l'espace public, on est plutôt content parce qu'on est sensible à la parole négative. Donc d'un côté, on est vraiment blindé chez les Américains, avec le modèle où on est proche de l'anonymat, où on s'en fiche que s'il y a des insanités qui sont sorties sur l'espace public, on n'en tient pas compte, on ne prend que ce qui nous intéresse. Contrairement à l'aspect plutôt chinois, où on va faire très attention à ce qui se dit, et toute parole qui pourrait déborder est une atteinte à l'harmonie de la société. Et là, c'est plutôt mal vu. Et on accepte qu'il y ait une autorité qui surveille cela. Alors vous voyez, quand vous faites cette différence entre un profil plutôt vendeur et un profil commerçant, on comprend pourquoi d'un côté on accepte qu'il y ait une autorité qui surveille et qui soit bienveillante en égard à l'harmonie de la société. Et on comprend pourquoi de l'autre côté, on n'est pas du tout sensible à la critique et donc on a cette habitude de pouvoir dire ce qu'on pense en public, en privé, et on ne voit pas pourquoi quelqu'un viendrait surveiller ce qu'on dit. Alors voilà, après ces deux modèles, je veux soulever quand même un autre problème, c'est le fait qu'on peut usurper une identité. Et oui, même une carte bleue, elle peut être déjà falsifiée. On peut vous voler votre carte bleue, on peut vous voler vos numéros de compte, vos identifiants de compte, et ça, les banques, c'est plutôt protégé. Mais avec une fausse identité, on peut faire pas mal de choses. On pourrait ouvrir un compte en banque avec votre propre identité, on pourrait même vous marier, on pourrait même vous divorcer et vous réclamer une pension alimentaire par la suite. Vous voyez que les possibilités de nuisance pour un hacker sont assez importantes. Et puis enfin, le dernier point de l'identité numérique, il y a la centralisation des données. Alors jusqu'à aujourd'hui, la Banque mondiale a missionné une fondation, la fondation Bill et Melinda Gates, pour travailler sur ce sujet de l'identité numérique. Et vous imaginez que cette fondation, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de moyens financiers, on est bien d'accord, mais apparemment c'est les seuls qui vont s'occuper de gérer l'identité numérique. On voit bien que l'identité numérique, lorsqu'elle est stockée quelque part, en physique, en numérique, peu importe, elle va être centralisée à un seul endroit. Et ça pose vraiment des problèmes de gouvernance. Bien sûr, Bill Gates, il est plutôt gentil avec ses lunettes là d'un télo, mais quand même, il a un caractère qui est plutôt autoritaire dans son entreprise. On voit bien qu'il a réussi à faire presque une mafia sur son commerce. C'est-à-dire que si vous achetez un ordinateur, si ce n'est pas un Apple, il sera équipé de Microsoft, quasiment à tous les coups. Même Michael Dell n'a pas réussi à développer un software
pour ces ordinateurs. Alors vous imaginez, vous n'avez pas le choix que d'utiliser Microsoft. Et là, si on fait la même chose avec l'identité numérique, on sera coincé et on aura peut-être une question d'argent qui sera posée sur la table où les États vont devoir payer la fondation ou une entreprise partenaire de la fondation pour pouvoir héberger les identités numériques des administrés. Alors voilà, peut-être que c'est une opportunité ici pour le Web3 pour pouvoir décentraliser la propriété des données. Et je vous invite à regarder ma vidéo sur le Web3 qui vous explique de quoi il en ressort. Donc voilà, on voit bien que l'identité numérique, c'est un thème qui catalyse les problèmes de notre société et notamment la notion de pouvoir public. Jusqu'où va s'arrêter le pouvoir public? Qu'est-ce qu'on peut décider comme liberté? Et c'est vraiment une question sur laquelle j'aimerais bien recevoir vos opinions. Et je vous invite à laisser vos questions, vos opinions dans les commentaires de cette vidéo et je vous dis à très bientôt.